Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler bien évidemment de Andor, la nouvelle série sur Disney+, qui est donc le préquel au film de 2016 Star Wars Rogue One. Juste avant de commencer, petit message, la semaine prochaine il n'y aura pas de critique d'Andor, ni d'ailleurs de She-Hulk, si jamais voilà, je le redirai, mais parce que je me fais opérer les dents de sagesse et donc pendant une semaine je ne pourrai pas tourner de vidéo, pas parce que je ressemblerai à un hamster, mais parce que je ne pourrai pas parler, je pense. Croyez bien que je pourrais tourner une vidéo même en ressemblant à un hamster, j'en ai rien à faire les gars, vraiment. Bref, passons à Andor, tout simplement, qui va raconter comment est-ce que le capitaine, j'ai envie de dire, Cassian Andor, qui a volé les plans de l'étoile de la mort, n'est-ce pas, dans le film, comment est-ce qu'il en est arrivé là? On va suivre un petit peu toute son histoire sur une série qui est en fait centrée sur le peuple dans la réalité. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette série, je l'ai trouvé incroyable pour ces 3 premiers épisodes et selon moi c'est le meilleur démarrage d'une série Star Wars à ce jour. Il y a eu des très bons démarrages, hein. The Mandalorian par exemple était très bien, Kenobi, il y avait au départ aussi de l'espoir, j'ai envie de dire. Là c'est vrai que c'est une série qui arrive à, selon moi, prendre son temps là où il faut, on arrive à poser le suspense mais on est toujours récompensé derrière, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de lenteur, les lenteurs servent le scénario si vous voulez, et on sent clairement en fait la différence avec les films pour ceux qui se demandent, vu que Andor ici est un petit peu traité avec déshonneur, on va dire, on sent qu'il a bon fond, mais il est montré comme étant un voleur, un menteur, etc. Et même, il tue des gens mine de rien, donc là-dessus, c'est pas fameux, on n'est pas loin non plus, mais on n'est clairement pas sur le même personnage que l'on a eu dans Rogue One, et c'est en ça que ça va servir finalement son développement, même si en soi ça sert pas à grand chose vu la fin de Rogue One, n'est-ce pas? On sent donc cette différence là, et on sent aussi la différence avec les autres séries qui va nous présenter de la même manière, je vais faire une comparaison que vous n'allez pas aimer, de la même manière que avec la série Boba Fett, on est donc sur un montage qui se veut en parallèle pour raconter un petit peu son origin story, là où par contre ici c'est extrêmement bien fait, et en plus c'est intéressant. Alors, je vais être honnête, je supporte pas le jeu de l'acteur, le jeu d'acteur de l'enfant, il m'insupporte, enfin je sais pas si c'est que moi je n'arrive pas, je sais pas, j'ai peut-être un problème avec les enfants qui jouent dans Star Wars apparemment, c'était pareil dans Obi-Wan avec Leia notamment, là c'est pareil, j'ai un souci, c'est pas très grave, parce que les origin story sont plutôt bien amenées et sont touchantes aussi, et cette série elle va vraiment convaincre pour ça, je pense, on va en parler plus tard, mais elle va parler à tout le monde pour différentes raisons que je vais citer, et notamment ils ont mis aussi 3 épisodes pour ça, parce que c'est assez spécial, on est sur une saison qui fait 12 épisodes avec une saison 2 qui est déjà officialisée d'ailleurs, et ici on est sur 3 épisodes qui arrivent d'un coup dans le but finalement de convaincre, dans le but de montrer l'ampleur, l'étendue de la série, de ces personnages, parce que dès le départ, on va nous donner un aspect rebelle qui va, on l'imagine, se développer au fur et à mesure. On a clairement des intentions ici de cracher sur l'Empire. On est sur une série qui se veut anti-système et on voit que le peuple est un petit peu traité comme des déchets finalement. C'est pour ça que j'adore cette série. Pas pour le peuple, mais parce que c'est en mode fuck le système. Et c'est cool, de toute façon dans Star Wars ça a toujours été un peu ça, je veux dire, c'est le gouvernement a toujours été un petit peu vu comme le méchant de l'histoire de différentes manières en tout cas. Là clairement c'est un gouvernement qui est vu comme le méchant, mais du point de vue du peuple, pas tellement du point de vue politique, etc. Plus du point de vue de la liberté en elle-même, parce qu'on sent que le peuple est vraiment restreint, en fait. Et il n'y a qu'à voir les paysages, c'est vraiment, en fait, une déchetterie, si je puis dire. On va en parler d'ailleurs aussi juste après. Et quelque chose que j'aimerais dire, pourquoi cette série va parler à énormément de personnes? Parce que Andor, en fait, c'est une histoire d'immigration, tout simplement. Et c'est trop cool. C'est-à-dire que t'es sur un personnage qui est là et qui cherche sa place depuis toujours. C'est comme ça qu'il devient anti-système, je pense. C'est-à-dire que on le voit dans les flashbacks, il a l'air toujours pas à sa place. Alors, on sait pas vraiment pourquoi, et ça c'est un bon point sur la série, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous-titres au moment où ils parlent donc leur langue entre guillemets, et du coup on est amené à nous spectateurs être obligé de réfléchir sur ce qui se dit. C'est assez compréhensible la plupart du temps, on arrive à dégager les émotions des acteurs, etc. Donc ça va, mais on sent en tout cas que Andor n'est pas à sa place dans sa tribu, qui se sent peut-être un peu rejeté et qui veut faire comme les autres. Et là, dans la vraie vie, dans le présent, dans le montage présent, c'est exactement la même chose. C'est qu'on sent qu'Andor, en fait, s'il est devenu comme ça, c'est parce qu'en fait il est un peu en mode survie,
dans une société, pas qui le rejette, mais qui est différente, ou en tout cas à laquelle il n'arrive pas à se correspondre malgré ses 2-3 potes qui sont plutôt cool, hein, qui sont pas hyper développés pour l'instant, mais qui servent l'intrigue, qui font pas con-con, voilà, ça fait pas facilité scénaristique. Petite pensée d'ailleurs, je vais oublier sinon, pour alors je sais plus comment il s'appelle, mais le mec là de sa meilleure pote, on va dire, donc celui qui bosse dans une boutique, celui qui le balance quoi, en gros, voilà, c'est plus simple, voilà, qui meurt comme une merde. Vraiment, la mort la plus conne de l'histoire, j'ai jamais vu ça, ça m'a fait hurler de rire devant mon écran. Mais passons du coup, repassons aux côtés de Andor et du style d'immigration dans la série. C'est qu'en fait le premier truc qui est dit dans cette série, mais vraiment une des premières choses, c'est en fait que Andor est mat de peau et qui vient d'un pays étranger. On le recherche et la première chose que l'on dit c'est il est mat de peau, il vient d'une terre, enfin d'une planète étrangère. Ça rappelle exactement, je suis désolé, mais tout ce qu'on entend, je sais pas, vous allumez une chaîne de télé, vous entendez qu'il y a un acte qui a été commis, etc. C'est exactement ce qu'on entend à chaque fois, c'est origine du personnage et peut-être aussi religion, voilà. Et vraiment pour ça, ben, moi je trouve ça trop cool qu'il ait mis dans la série, parce que ben, ça va servir la chose en fait, ça va te montrer que c'est pas forcément la bonne chose à faire de dire ce genre de choses, on va dire, que c'est très réducteur aussi, que c'est très cliché, que coller des étiquettes aux gens, c'est pas fameux, et je pense que c'est aussi là où cette série va nous emmener, c'est briser en fait tout ce que le gouvernement va vouloir inculquer à son peuple, en fait, en espèce de propagande, on va dire, un délire comme ça, parce que ce qu'ils font, ça peut être assimilé comme de la propagande quelque part. Bref, soit dit en passant, on a parlé un peu du fond, mine de rien, voilà, ça parle à tout le monde, le peuple, l'aspect migratoire, peut-être de la chose aussi qui, je trouve, est très touchante, avec sa mère biologique adoptive, qui est très touchante aussi. Il y a une histoire avec son père qui a l'air de s'introduire par-ci par-là, ça a l'air d'être aussi très intéressant pour le coup, parce que c'est vrai que le montage qui se trouve dans le passé, c'est les enfants perdus de Peter Pan, les gosses, quoi. Genre, il y a que des gosses partout, il y a aucun adulte, et tu te demandes pourquoi, comment, où est-ce que sont passés les adultes. Vous êtes nés comme ça, dans des pochettes surprises de type liane, que s'est-il passé? Donc là, on aura très certainement les réponses par la suite. Et j'aimerais aussi revenir sur les décors de la série, qui sont incroyables. On est dans une ambiance qui se veut assez cyberpunk, Blade Runner, si je peux décrire ça comme ça, très sombre pour le coup, qui va servir le ton espionnage de la série, la plupart du temps en tout cas, avec des néons qui brillent par-ci par-là. Moi je vous le dis, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans une série Star Wars avec cette série. Alors il y a des décors, des races aliens, des choses comme ça, des armes évidemment qui t'y font penser, mais même les véhicules, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur des véhicules civils. En fait, il y a par exemple à un moment une espèce de bus volant, moi je trouvais ça génial, un espèce de bus londonien volant qui sert en fait de train entre planètes, je crois, un délire comme ça, enfin de train de vaisseau, mais bon, c'est voilà, c'est une métaphore pour dire voilà, là c'est la gare et tout. J'aime bien dans Star Wars, je sais pas vous, mais me dire ah donc ça c'est une gare, alors que non on se fait chier et tout, ok, les gars volent, il n'y a plus de soucis. Mais donc voilà, donc les décors somptueux, et c'est pas pour rien, c'est parce que le chef décorateur de cette série, bah, c'est tout simplement Luke Hull, si je le dis bien, qui a bossé sur Tchernobyl. Oui, qui a été primé pour ça d'ailleurs aussi. Donc voilà, Tchernobyl, une série que je vous conseille, que j'ai regardé il y a quelques semaines maintenant, incroyable, coup de cœur énorme. Foncez voir cette série, j'étais bouche bée pendant 6 épisodes, je crois qu'il y a 6 épisodes, mais foncez. Donc du coup voilà, c'était pour aussi vous parler un petit peu des décors. Et je vous parlais aussi, pour revenir au propos de fond, Andor qui se sent un petit peu étranger finalement au monde, au peuple actuel, je pense, qu'il soit dans le passé, qu'il soit dans le présent. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil aussi avec le chef de la sécurité, pour lequel en fait, bizarrement, c'est un méchant, on va dire, si on peut mettre de gros guillemets. Et d'ailleurs, c'est aussi ça le point fort de la série, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchant, quoi. C'est ça qui est cool, c'est-à-dire que tu as juste un but, avec beaucoup de suspense par contre, et on te donne pas un antagoniste en mode voilà, c'est bon, c'est du tout cuit, méchant, gentil, dernier épisode, ça va se fight. Non, là tu te poses des questions, voilà, le méchant c'est le système en fait, donc c'est plein de choses en soi et c'est rien en même temps. Donc c'est super cool là-dessus, je trouvais. Bref, tout ça pour dire que le chef de la sécurité, avec lequel on arrive à développer une certaine empathie, parce que bah en fait, il est méchant tout simplement parce que il veut faire son boulot correctement. Et on arrive à comprendre en fait ses intentions directement.
je pense que lui c'est pareil, il se sent un petit peu étranger là où il est actuellement, on le sent vers le milieu et surtout à la fin de l'épisode, parce que on a l'air de comprendre qu'en fait, il est entre des soldats super expérimentés qui pensent limite qu'à la guerre et qui n'en ont rien à faire de voir des morts alors que lui il est choqué, et entre des démocrates qui se veulent ultra malhonnêtes, quitte à mettre sous le tapis une histoire de meurtre qui vient pourtant de sa propre organisation, de sa propre sécurité. Et lui, il est un petit peu entre les deux, il veut bien faire les choses, mais il doit certainement se dire « Ok, je suis nul en tant que soldat, je suis nul en tant que démocrate parce que c'est pas du tout mes convictions, qu'est-ce que je fais ?» Et donc sa tête de choqué, à la fin, moi je me demande s'il pourrait pas finir dans la rébellion. Après, il y en a certains peut-être qui vont me dire, des ultra fans de Star Wars, je ne sais pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester, qui vont me dire oui, non mais t'as totalement raison Steven, en fait il est dans Rogue One et tu l'as totalement oublié. » Voilà, et là je suis totalement à côté de la plaque. Ou alors peut-être qu'il est dans les bouquins, ou je sais pas, peut-être que c'est pas un personnage qui est originalement créé pour la série. Mais quand bien même, c'est ma petite théorie que je vous livre comme ça, que je trouve plutôt intéressante. On est donc sur un ton concernant la série en général qui se veut très différent de ce qu'on a connu par rapport à Kenobi, par rapport à Mandalorian, encore plus par rapport à Boba Fett. Boba Fett n'existe pas, on est d'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Oui, Boba Fett n'existe pas. Mais bref, on est sur un ton plus adulte. J'ai juste un petit peu peur, je vous le cache pas, que, alors on verra, hein, pour l'instant ce n'est que simple supposition ce que je vais vous dire, mais j'ai juste un petit peu peur qu'on rejoigne un petit peu le ton road trip de The Mandalorian, si je puis dire, vous savez, ce fameux truc d'avoir une quête, et cette quête qui te fait voyager de planète en planète, ce qui en soi était cool pour The Mandalorian, mais ce qui est un peu lassant par la force des choses en fait. Voilà, Mandalorian, la saison 1 y arrivait plus tôt, la saison 2, quelquefois, ça commençait à se perdre, et heureusement, t'as une autre quête qui vient se glisser sur Mandalore, entre deux, etc. Mais voilà, j'ai un petit peu peur que ça se glisse là-dessus, et j'ai l'air de penser que c'est un petit peu ce qu'ils vont faire. Et pour finir, un petit point négatif si je puis dire, c'est tout simplement la scène finale qui selon moi, voilà, là je vous disais qu'en fait il laisse le temps au temps pour favoriser le suspense, et dans cette scène finale, donc cette fameuse course-poursuite si je puis dire comme ça, où t'as l'impression que les soldats ils mettent vraiment une demi-heure à rejoindre l'endroit alors qu'ils avaient dit 10 minutes, mais bon en soi c'est pas très grave ça, j'ai pas l'impression que cette lenteur qu'ils ont imposée dans la séquence finale sert vraiment le suspense. Voilà, pour moi, il y a un souci peut-être de réalisation, on est trop éclairé, je sais pas quel est le problème là-dedans, mais je pense que la séquence finale aurait pu être beaucoup plus impactante si en fait il avait juste raccourci, mais vraiment de 2 minutes, parce que t'as vraiment l'impression que ça dure une éternité, et d'ailleurs tu sais pas trop comment ça s'est passé, comment est-ce que Andor a fait pour envoyer une voiture... pas voler, mais peut-être que j'ai raté un truc, mais la voiture qui sert de diversion, qui conduit toute seule, comment est-ce qu'il a fait par exemple, on voit jamais qui est à l'intérieur ou s'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur en tout cas, et par contre c'est vrai que, voilà, avec cette séquence finale et ce dénouement, on prend clairement le parti pris de se dire, c'est pas une série qui va foncer dans le tas, en mode sabre laser, force, blaster, tout ce que tu veux, c'est une série qui va jouer sur... l'espionnage, sur le côté thriller en fait, avec des petits twists par-ci par-là, ils vont essayer de surprendre le spectateur, et je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer en fait. Je pense que c'est là-dessus que sur les prochains épisodes, on va se dire ok, je suis plutôt content parce que je m'attendais pas à ce retournement de situation, ou je m'attendais pas à ce qu'Andor puisse faire ça, il est apparemment ultra talentueux, et j'adore le côté d'ailleurs qu'ils lui ont donné en disant mais l'Empire ils s'en foutent de nous, on peut rentrer comme on veut, etc. Et en fait quand il dit ça, mais tu te dis tellement, mais en fait c'est tellement pas con ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que l'Empire, il est tellement sur ses grands chevaux que, en fait, il capte même pas qu'on puisse le voler, pour lui c'est même pas en fait envisageable, donc il surveille pas. Et c'est génial de faire ça. Et c'est peut-être là en fait où réside le talent d'Andor pour terminer cette vidéo, c'est qu'en fait il a, comme je vous l'ai dit, cette perception des choses qui n'est ni sur cette planète, enfin ni dans ce gouvernement parce qu'il est anti-système entre guillemets, ni dans sa colonie originale, et en fait il a un point de vue sur les choses qui est totalement différent de la plupart des gens, je pense. Même s'il a des galères, même s'il doit compter sur les autres, et même si il arrive mine de rien aussi à s'en sortir avec un petit côté manipulateur. Mais écoutez, pour conclure, bah écoutez, voilà, vous savez ce que j'en ai pensé, j'ai adoré ces 3 premiers épisodes, on est enfin sur quelque chose de très adulte concernant Star Wars, ça prend pas le spectateur pour un con, voilà, avec Kenobi, c'est vrai que bon, toutes les facilités qu'il y avait eu, on en a parlé sur la chaîne, mais par moments on serrait un petit peu les dents, là, honnêtement, pour le coup,
mais il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. En tout cas, si vous n'avez pas aimé ces 3 premiers épisodes, ou si vous avez trouvé plein de points négatifs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai un petit peu vos avis et qu'on essaiera de débattre ensemble, parce que c'est toujours encore plus intéressant quand vous n'êtes pas d'accord, parce qu'au moins on peut débattre. Voilà, n'insultez pas pour rien, bordel. C'est pas parce que le mec s'appelle Andor que de suite, oui, il est endormi, c'est une série qui nous endort. Ouais, on vous voit venir, les gars. Bref, écoutez, n'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu. Je rappelle qu'il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties ce matin. Ça a bien charbonné, la productivité était présente. Et puis, en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les dos.